Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré au tout nouvel audit réglementaire. Nous sommes ensemble pour 1 heure environ, avec une partie d'intervention par notre spécialiste du jour, Laura Léchine du ministère de la Transition énergétique. Bonjour Laura, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Un peu de contexte pour ce rendez-vous. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une multitude de différents audits qui sont en vigueur en fonction du contexte. Il y a les audits incitatifs de l'ANA ou MaPrimeRénov', et puis il y a les audits réglementaires, notamment celui qui est l'objet de l'intervention aujourd'hui. L'État a engagé une harmonisation des formats d'audit et des moteurs de calcul en cours. Donc, cette harmonisation est en cours et ce premier audit est une des premières étapes. Donc, comme annoncé dans notre programme et notre invitation à cet événement, nous allons détailler les exigences de ce nouvel audit et aborder toutes les questions nécessaires à sa compréhension. Donc, on va regarder quel est d'abord le contexte réglementaire qui l'entoure, quels sont les bâtiments concernés, qui peut le réaliser, est-ce qu'il faut des qualifications particulières, aussi quel est le contenu attendu pour l'audit et le rapport pour le présenter, et est-ce qu'il y a une méthode de calcul ou un moteur de calcul particulier pour le réaliser. Tout d'abord, je me présente aussi, je m'appelle Lina Bourgeois, je travaille au Pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes le centre de ressources régionales dédié à la construction durable et nous menons des actions de formation, information et sensibilisation des professionnels du bâtiment de la région. Les rendez-vous qu'on organise sont organisés avec le financement de la région Bourgogne-Franche-Comté et de l'ADEME. Avant de se lancer dans le vif du sujet, quelques informations pratiques. Vous ne pouvez pas prendre la parole et vous n'êtes pas visible pendant cette intervention. On garde ce privilège. Par contre, vous avez aujourd'hui le module questions-réponses que l'on vous invite à utiliser pour poser vos questions. On s'engage à répondre à l'ensemble des questions qui peuvent être nombreuses aujourd'hui pour cette nouveauté. Il est possible qu'on ne soit pas capable de répondre à tout en séance et peut-être qu'on n'aura pas le temps non plus, mais formulez bien vos questions dans le module questions-réponses, comme ça on pourra y répondre. Et aussi, j'en profite pour dire que le support de présentation et la vidéo de ce web rendez-vous sont disponibles sur notre site. Et j'en profite aussi pour dire que c'est un tout nouveau site qui est sorti lundi. Donc, je vous invite à vous y connecter pour découvrir l'actualité de la construction durable dans la région. Avant de laisser la parole à notre intervenante, je suis curieuse de savoir qui vous êtes. Et c'est pour ça que je vais lancer un petit sondage avec 2 questions. Je le lance maintenant. Donc, normalement, vous devez le voir. La première question, c'est quel est votre profil? Est-ce que vous êtes thermicien et réalise déjà des audits? J'espère que vous pouvez le voir parce que je ne vois pas de réponse qui arrive. Ça y est, ça commence à arriver. Je suis thermicien, mais je réalise encore pas d'audit. Je suis architecte et je réalise des audits énergétiques. Je suis architecte et je ne réalise encore pas. Je suis conseiller France Rénov' ou autre. Pour la première question. Et la deuxième question, on vous invite à vous prononcer sur votre niveau de connaissance relative aux audits énergétiques. Donc, pas particulièrement à l'audit d'objet du rendez-vous aujourd'hui, mais les audits énergétiques d'une manière générale. On vous pose ces questions-là pour que notre intervenante puisse un petit peu adapter son discours. Donc, ça continue à arriver encore un petit peu de réponses. Là, j'ai la majorité de personnes qui ont répondu, donc je vais y mettre fin. Et je vais partager les résultats. Donc, il semblerait qu'une majorité d'entre vous, la majorité, c'est, il y a 3 grandes parties, on va dire. Il y a des thermiciens qui réalisent des audits énergétiques pour 1/3, des conseillers France Rénov' pour 1/3, et des personnes qui se qualifient comme autres pour le dernier tiers. Et en termes de connaissances générales pour le sujet d'audit, il n'y a pas de débutants total. Une grande majorité
se considèrent avoir une connaissance intermédiaire. Certains se qualifient comme, même un tiers qui se qualifie comme confirmés, et on a même des experts avec nous. Donc, ça met la barre haute pour vous, Laura. Je vais arrêter le partage. Et je vais vous laisser la parole. Donc, Laura, vous êtes chef de projet économie de la construction et dispositifs incitatifs à la rénovation au ministère de la Transition écologique. Donc, je vous laisse la parole et j'arrête le partage de mon côté. Très bien. Alors, je vais partager mon écran. Hop, est-ce que c'est tout bon pour vous? Alors, moi, je ne le vois pas, mais j'avais déjà tout à l'heure une petite inertie. Si, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Très bien. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'audit énergétique réglementaire qui va entrer en vigueur en 2023. Donc, l'idée, comme on vous l'a précisé lors de l'introduction, tout d'abord, rappeler le contexte réglementaire de l'entrée en vigueur de cet audit, mais aussi son périmètre d'application, parler aussi des professionnels qui pourront le réaliser, vous présenter aussi de ce qui est attendu en termes de contenu, en termes de rapport, et pour finir, faire une petite conclusion et une ouverture sur les travaux qui sont en cours, en lien notamment avec la mise en place de cet audit. Donc, concernant le contexte réglementaire, il faut savoir que c'est la loi énergie-climat qui, dans une mesure, prévoyait l'obligation de produire un audit énergétique de manière obligatoire lors d'une vente ou une mise en location d'une passoire énergétique. Donc ça, c'était prévu par un article de la loi énergie-climat de novembre 2019. Donc, à l'issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, la loi climat-résilience a été promulguée en août 2021 et a revu en fait cette obligation en venant modifier en fait cette obligation, en l'adaptant, notamment en ne visant plus que les logements en monopropriété et les plus énergivores, pas seulement les passoires énergétiques. Donc, c'est à travers l'article 158 de la loi climat-résilience que transparaît l'obligation de réaliser un audit énergétique lors d'une vente d'un bien en monopropriété. Et c'est traduit, c'est codifié dans le Code de la construction de l'habitation à l'article L126-28-1. Donc, à l'issue de cette mesure, il y a deux textes qui ont été publiés, un décret et un arrêté. Donc, les deux textes ont été publiés au début du mois de mai 2022. On a un décret qui vient préciser les professionnels qui pourront réaliser cet audit énergétique réglementaire et notamment préciser aussi l'étendue de la mission des professionnels. Et on a l'arrêté du 4 mai 2022 qui, lui, vient vraiment définir le cadre de réalisation de cet audit avec notamment ce qui est attendu comme information, comment il doit être réalisé, ce qu'on attend en termes de rendu. Donc, ces deux textes ont été modifiés cet été du fait qu'il y a eu un report de l'entrée en vigueur de la mesure. Je vais vous en parler juste après. Mais il faut savoir qu'il y a seulement la date d'entrée en vigueur qui a été modifiée. Les textes n'ont pas été modifiés depuis leur sortie, leur publication le 4 mai 2022. Concernant le périmètre d'application de cette mesure obligatoire, ça concernera tous les logements très énergivores qui sont classés D, E, F ou G au sens du DPE. Donc, on a ici là, sur le support la nouvelle les nouvelles étiquettes du DPE. Donc, la réforme a eu lieu en juillet 2021. Donc, ça concernera tout d'abord les logements qui sont classés F et G au sens du DPE à compter du 1er avril 2023. Donc, il faut savoir que la mesure était prévue initialement pour janvier 2022, mais la loi a été promulguée en août 2021, donc ce qui a laissé un temps très court pour justement préparer les filières, préparer les outils nécessaires à la réalisation de ces audits. Donc, il y a un premier report qui avait été diffusé en décembre avec un report au 1er septembre 2022. Mais ce report a été revu au début de l'été pour un report au 1er avril 2023 du fait que les professionnels avaient encore besoin de temps pour se former et notamment du fait qu'ils ne disposaient pas de tous les outils pour la réalisation de ces audits énergétiques, à savoir les logiciels qui nécessitaient encore du temps
et qui en nécessitent encore d'ailleurs aujourd'hui pour leur mise en disposition, mais aussi concernant le cadre type de la réalisation de l'audit, donc je vous en parlerai par la suite, qui n'était pas prêt 2 mois avant l'entrée en vigueur au 1er septembre 2022. Donc c'est pour cela que le ministère a décidé donc de reporter encore cette mesure au 1er avril 2023 pour la dernière fois. Donc c'est un dernier report. Il y aura bien une entrée en vigueur au 1er avril 2023 de l'audit énergétique réglementaire. Ça concernera aussi les logements donc classés E, mais seulement à partir du 1er janvier 2025. Et à partir du 1er janvier 2034, ça concernera les logements classés D. Donc les logements qui sont concernés par cette mesure, c'est bien ceux qui sont mis à la vente et en monopropriété. Donc lorsqu'un logement fait objet d'une promesse de vente et qui est classé F, par exemple, à compter du 1er avril 2023, il devra donc disposer d'un audit énergétique réglementaire. Cet audit, donc, il devra être intégré dans le dossier des diagnostics techniques, donc il sera intégré avec tous les autres diagnostics, donc, par exemple le DPE, puisque il vient en complément du DPE, mais aussi le diagnostic amiante, donc tous les diagnostics qui existent et qu'on réalise lors d'une vente. Et ça concernera aussi les logements lorsqu'il n'y a pas de promesse de vente, mais il y a un acte de vente à partir de la date à compter duquel ça s'applique. Donc, si on fait un point sur les professionnels qui pourront réaliser cet audit, donc on peut retrouver donc la liste des professionnels dans le décret du 4 mai 2022. Donc, pour savoir, ce décret a été construit sur la base du décret du 30 mai 2018. Donc, c'est le décret qui vient préciser quels sont les professionnels qui peuvent réaliser les audits énergétiques MaPrimeRénov', mais aussi C2E, EcoPTZ. Donc, il faut savoir qu'on s'est vraiment basé sur ces professionnels. Donc, tous les professionnels qui aujourd'hui peuvent réaliser l'audit tel que défini dans MaPrimeRénov' pourront réaliser les audits énergétiques réglementaires. Donc, cela signifie que pour les immeubles collectifs en monopropriété, donc les bureaux d'études qui sont qualifiés audit énergétique bâtiment tertiaire, exemple la qualification PQB 19.5, ils pourront réaliser l'audit énergétique réglementaire. Et on aura aussi donc les sociétés d'architectes et les architectes inscrits à l'ordre et qui auront suivi une formation, par exemple la formation FIBAT Dynamoé. Donc ces professionnels-là pourront réaliser les audits énergétiques réglementaires dans les immeubles collectifs. Pour la maison individuelle, donc on a les professionnels qui peuvent réaliser les audits dans les immeubles collectifs, mais on a aussi donc les bureaux d'études et entreprises qui sont qualifiées audit énergétique en maison individuelle. Donc on a l'exemple de la qualif OPKIB 1911. On a les entreprises certifiées RGE offre globale. Et donc, comme je vous le disais auparavant, on a étendu la réalisation de ces audits à d'autres professionnels. Donc, on l'a étendu aux diagnostiqueurs qui réalisent aujourd'hui les DPE, puisque donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on réalise environ 20 000 audits énergétiques dans les dispositifs incitatifs, donc qui sont financés dans les dispositifs incitatifs. Donc, l'audit énergétique réglementaire, il sera donc produit à plus grande échelle, puisque au vu des transactions des années précédentes, on attendrait plus de 100 000 audits par an. Donc, c'est pour cela qu'on a décidé d'étendre à d'autres professionnels pour s'assurer qu'il n'y ait pas de blocage au niveau des transactions. Donc, on a étendu aux diagnostiqueurs. Donc, pour ces diagnostiqueurs, on va mettre en place un référentiel de compétences. Donc, il sera mis en place à partir du 1er janvier 2024. Pardon. Et du coup, sur la période 1er avril 2023 au 31 décembre 2023, il y a une période transitoire pour ces professionnels. Donc, ils pourront réaliser les audits énergétiques réglementaires à condition qu'ils disposent d'une attestation qui sera remise par les organismes de certification. Cette attestation devra donc attester que le diagnostiqueur a soit accompli depuis moins de 6 mois une formation pour la réalisation de ces audits, ou alors qu'il a réalisé au cours des 2 dernières années déjà des audits énergétiques et qui ont été évalués favorablement par un organisme de certification. Donc, pour les professionnels, concernant leur obligation, donc, ils devront bien évidemment utiliser un logiciel qui est développé pour la réalisation de ces audits énergétiques, c'est-à-dire un logiciel qui utilise le moteur de calcul 3CL 2021 et qui aura été aussi évalué et validé de notre côté. Il ne peut pas y avoir de lien entre la personne qui demande l'audit et la personne qui le réalise. Donc, il y a
contrat d'indépendance et d'impartialité. Le professionnel devra au moins réaliser une visite sur site en présence du propriétaire ou du mandataire pour la réalisation de l'audit. Il devra donc bien sûr remettre au demandeur l'audit énergétique. Il ne pourra pas sous-traiter la réalisation de la prestation et il devra se tenir à la disposition des propriétaires successifs des logements, puisqu'en effet, l'audit énergétique sera réalisé au moment de la transaction, donc il sera plutôt à destination du futur acquéreur. Donc, ce sera un outil pour le futur acquéreur pour qu'il s'engage dans des travaux, pour qu'il puisse, lui, avant d'acheter, se rendre compte des travaux qu'il pourrait réaliser pour améliorer la performance de son bien. Donc, les professionnels devront se tenir à la disposition des futurs acquéreurs pour justement pouvoir échanger et peut-être mettre à jour l'audit. Donc, il faut savoir que sur le rapport qui est prévu, l'identité de l'auditeur sera indiquée obligatoirement. Donc, concernant justement le contenu et le rapport de l'audit énergétique, donc tout d'abord, on a une partie état des lieux du bâtiment. Donc, ça va reprendre potentiellement les informations du DPE. Donc là, les auditeurs peuvent s'appuyer sur le DPE existant. Ils pourront directement utiliser les données d'entrée du DPE ou alors ils pourront aussi mettre à jour ces données s'ils estiment que c'est nécessaire. Ensuite, on aura des propositions de travaux. Donc, je vais aller un peu plus dans les détails dans la slide suivante sur ces propositions de travaux, mais globalement, on aura à minima deux propositions de travaux avec une en une seule étape, donc une rénovation en une fois, et une en plusieurs étapes, avec des dérogations possibles, en effet, lorsqu'il y a des spécificités techniques, architecturales ou patrimoniales, ou lorsque l'auditeur se rend compte qu'il y a quand même une contrainte économique du fait que les coûts des travaux sont disproportionnés par rapport à la valeur du bien, l'auditeur peut indiquer, pour indiquer sur l'audit énergétique que l'on se situe dans ce cas. Et pour ce cas, les parcours de travaux seront limités à seulement le saut de 2 classes et au traitement des 6 postes, mais pas forcément à l'atteinte du niveau de la rénovation performante. Il y a aussi donc, bien sûr, une analyse des performances énergétiques et environnementales du logement après travaux pour chaque étape de chaque scénario, donc avec la consommation après pour les différents postes, la consommation en énergie finale, énergie primaire, les émissions de gaz à effet de serre. On aura aussi une partie donc estimation financière des coûts des travaux qui sont estimés pour chaque travaux, notamment aussi l'estimation financière des travaux induits. On a la mention des aides financières mobilisables. Donc, pour chaque étape de travaux, l'auditeur devra mentionner les aides mobilisables, mais il ne devra pas, par contre, estimer le montant des aides. C'est seulement les mentionner. Et il y aura bien sûr des informations complémentaires donc, sur l'utilisation du bien après la réalisation de travaux, mais aussi sur comment gérer sa ventilation, la mise en place de systèmes de pilotage ou alors comment aussi traiter les interfaces entre les différents travaux, donc comment bien gérer ces travaux et donc quel est le meilleur ordre en fait pour réaliser ces travaux. Donc, si on fait un zoom sur les scénarios de travaux, donc on visera le niveau de la performance, de la rénovation performante, donc c'est-à-dire l'atteinte de la classe B à minima. Donc, c'est une consommation d'énergie primaire qui est inférieure à 110 kWh par mètre carré par an et des émissions de GES qui sont inférieures à 11 kg CO2 équivalent par mètre carré par an, avec une étude sur les 6 postes de travaux suivants. Donc, l'enveloppe en général avec isolation des murs, isolation des planchers bas, isolation de la toiture et remplacement des menuiseries. Une partie sur la ventilation et en dernier, donc le poste, bien sûr, production de chauffage et production d'eau chaude sanitaire. Donc, comme je le disais, on a un parcours en une seule étape, mais un parcours aussi en plusieurs étapes avec comme critère une première étape avec un gain d'au moins une classe et au minimum l'atteinte de la classe E. Donc, l'idée, c'est que cette première étape permette à minima de sortir de l'état de passoire pour tous les logements. Ensuite, on aura des étapes intermédiaires. Et pour finir, une dernière étape qui permettra d'atteindre au moins la classe B, donc ça peut être aussi la classe A, bien sûr, du DPE. Donc, pour les bâtiments de classe de performance F ou G avant travaux, le parcours de travaux, il doit aussi comporter, donc, dans les étapes intermédiaires, l'atteinte au minima de la classe C. Donc, il faut qu'il y ait un passage par la classe C pour ces logements. Concernant le rapport de l'audit énergétique, donc on aura un rapport
de synthèse qui sera identique à tous les audits énergétiques réglementaires. Donc là, la volonté avec l'élaboration de ce rapport, c'est de s'assurer en fait de la bonne lisibilité du rapport et s'assurer aussi qu'il y a une certaine unicité dans tous les audits énergétiques réglementaires, puisque c'est une mesure obligatoire qui va s'appliquer à tous les ménages qui voudront vendre leurs biens qui sont très énergivores donc en France. Donc l'idée, c'est d'avoir un document aussi facilement reconnaissable et aussi lors des transactions, donc aussi les notaires qui jouent leur rôle et les agences immobilières. Donc c'est aussi pour reconnaître facilement le document. Donc, comme il existe bien sûr un document pour le cadre du DPE, l'idée c'était aussi d'avoir un cadre harmonisé pour l'audit énergétique réglementaire. Donc on a ici l'extrait de 3 pages de ce rapport de synthèse. Donc, je vous invite aussi à aller le parcourir. On peut le retrouver donc sur le site RT Bâtiment. Vous pouvez retrouver donc les modèles. Donc, on a un modèle pour la maison individuelle et un modèle pour les bâtiments collectifs en monopropriété. Donc, globalement, on présente les différents scénarios, les différents résultats. Mais après, il y a quelques pages aussi d'informations, notamment avec des définitions, mais aussi comment demander son financement de travaux auprès de l'État. Et on aura aussi donc un récapitulatif au format XML. Donc, ce récapitulatif, il n'est pas transmis aux ménages directement. C'est un récap qui sera transmis à l'ADEME, puisque l'ADEME met en place une base de données pour la collecte des audits. Donc, c'est ce qui est prévu par la loi. On doit mettre en place une base de données qui va collecter tous les audits énergétiques. Donc, cette base de données, elle sera construite comme celle qui existe pour le DPE. Ça permettra donc d'avoir un récapitulatif de tous les audits énergétiques réglementaires qui sont réalisés et pouvoir faire un suivi. Donc là, l'auditeur devra transmettre le format XML, le fichier au format XML à l'ADEME pour collecte des audits. Donc, pour finir cette présentation sur l'audit réglementaire, donc les travaux qui sont en cours en lien avec la mise en place de cet audit. Donc, on a tout d'abord l'expérimentation. Donc, on a lancé un marché à la fin du mois de septembre avec pour objectif en fait de s'assurer du bon déploiement opérationnel des audits énergétiques réglementaires. Et l'idée en fait, c'est de travailler avec plusieurs professionnels, donc des diagnostiqueurs, des auditeurs, donc des professionnels qui pourront réaliser les audits et réaliser donc des audits énergétiques réglementaires et de les évaluer, de les parcourir de notre côté pour voir si justement tout est opérationnel pour un lancement au 1er avril 2023. Donc le marché se termine aujourd'hui. Et pour finir aussi, on travaille sur justement le lien entre l'audit énergétique réglementaire qui arrivera au 1er avril et les audits énergétiques incitatifs qui sont déjà existants. Donc, je travaille avec d'autres directions, notamment la DGEC, l'ADEME, l'ANA, sur ce travail qui a de forts enjeux, notamment des enjeux de lisibilité à plusieurs niveaux, que ce soit pour les usagers, puisqu'on va avoir plusieurs outils, des outils différents, mais qui portent le même nom, mais qui utilisent des méthodes différentes, qui ouvrent pas au même droit. On a aussi des enjeux de lisibilité pour les professionnels, puisque chaque audit énergétique ne va pas utiliser la même méthode. Donc, on se met à la place des professionnels. Est-ce qu'ils doivent utiliser la méthode 3CL ou la méthode THEX, mais aussi des enjeux de lisibilité pour les services instructeurs, du fait qu'il faut reconnaître ces audits et qu'en fonction des audits, ça n'ouvre pas au même droit, donc il faut pouvoir trier. Donc, l'objectif de ce travail, c'est justement d'arriver à définir la base d'un socle commun pour la réalisation des audits énergétiques pour, en fait, améliorer cette lisibilité et notamment faire que l'audit énergétique réglementaire, donc qui sera un document obligatoire, puisse être un outil au service des ménages et notamment qu'ils puissent l'utiliser, eux, lors de leur demande de financement de travaux. Donc, l'idée quand même, c'est que cet audit ne serve pas juste à informer, mais qu'il puisse aussi être un outil au service des ménages. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop rapide sur la présentation, mais j'ai l'impression quand même que la majorité d'entre vous connaissez déjà un peu le sujet. Donc, j'ai essayé d'être plus précise que possible dans mes propos. Donc, maintenant, on peut, je pense, passer aux questions. Oui,
J'ai noté les questions. Merci beaucoup, Laura, pour votre intervention, qui était rapide, effectivement, mais il y avait toutes les informations qu'il fallait, je pense, mais on a quand même pas mal de questions. Et donc, j'ai essayé de les résumer un peu en fonction de... Ça arrive un peu de partout, donc j'ai essayé d'en faire une synthèse. Et je vais essayer de suivre la logique de la présentation. Donc, si on commence depuis le début, il y a quelques demandes de clarification sur la notion de monopropriété. Ok. Est-ce qu'un appartement est une monopropriété et est-ce qu'une maison bifamiliale avec 2 logements est considérée comme une monopropriété? La définition de la monopropriété, donc une maison qui a un seul logement, forcément, c'est une monopropriété, mais si on a une maison avec 2 logements et que le propriétaire, c'est le même pour les 2 logements, oui, on est dans une monopropriété. Donc, c'est bien lorsque le bâtiment qui comprend un seul logement ou plusieurs logements appartient au même propriétaire, en fait. On n'a qu'un seul propriétaire sur tout le bâtiment, même s'il comprend plusieurs logements. Ok, donc une maison bifamiliale où un logement est en location, mais c'est le même propriétaire des 2, c'est une monopropriété, en fait. C'est ça. Ouais, très bien. Il y a une question aussi par rapport aux qualifications. Il a été mention de différentes qualifications nécessaires pour les auditeurs, ceux qui sont déjà auditeurs MaPrimeRénov', par exemple. Par contre, est-ce que pour les diagnostiqueurs, compte tenu du parcours de qualification qui a été mentionné, il n'y a pas besoin de qualification, justement, faire une qualification au PQI ou quelque chose comme ça? Alors, pour les diagnostiqueurs, oui, c'est une autre approche. On travaille sur un référentiel de compétences. Donc, les diagnostiqueurs seront certifiés sur la base de ce référentiel de compétences, donc comme je l'ai dit, qui sera mis en place à partir du 1er janvier 2024. Mais du coup, en période transitoire, donc les diagnostiqueurs doivent quand même attester de leur capacité à réaliser ces audits énergétiques. Donc, du 1er avril au 31 décembre 2023, ils devront avoir suivi une formation. Donc, il y a des formations qui sont mises en place donc depuis la sortie des textes par des organismes de formation certifiés. Et donc, ils mettent en place des formations pour la réalisation de ces audits, ou alors avoir déjà réalisé des audits énergétiques. Par exemple, il y a des diagnostiqueurs qui appartiennent à des entreprises qui ne réalisent pas que des diagnostics, mais aussi des audits. Donc, certains diagnostiqueurs ont déjà réalisé des audits énergétiques. Donc, eux, ils devront faire justifier sur la réalisation de leur audit qu'ils ont bien la capacité à réaliser ces audits énergétiques. Oui, donc qualification, oui, mais pas tout de suite. C'est ça, pour les diagnostiqueurs. C'est ça. Ensuite, j'en ai noté tellement de questions. Alors, vous avez mentionné à un moment donné que l'auditeur doit se tenir à disposition au futur acquéreur. Et donc, du coup, la question est, qu'est-ce que ça veut dire se tenir à disposition et pendant combien de temps? Okay, donc, il faut savoir que l'audit énergétique réglementaire, il est valide 5 ans. Donc, sur la réalisation de cet audit énergétique, donc bien sûr, le professionnel, lui, il engage sa responsabilité. Donc, il y aura bien sûr son identité qui sera indiquée sur l'audit. Donc, comme toute autre prestation, les ménages peuvent rappeler le professionnel qui a réalisé l'audit pour avoir des informations sur l'audit énergétique. Après, sachant que l'audit énergétique est valide, 5 ans, après 5 ans, je ne pense pas que des personnes vont rappeler les auditeurs pour avoir des informations supplémentaires, mais je pense que ça va plutôt intervenir directement au moment de la vente. Peut-être que les acquéreurs auront des questions à poser sur l'audit énergétique, mais ce ne sera pas... Pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de vision sur ça. Nous, c'est ce que l'on imagine, que les ménages acquéreurs peuvent contacter l'auditeur pour avoir des informations complémentaires sur l'audit qui a été réalisé, mais ce sera sûrement dans la foulée ou dans l'année qui suit. Oui. Alors, une autre question concernant le rapport d'audit. Oui. Est-ce qu'il est prévu de mentionner dans ce rapport l'existence des espaces France Rénov' et d'inciter les acheteurs de contacter les espaces France Rénov' suite à l'achat pour avoir des informations sur les aides et le choix des artisans, etc. Est-ce qu'il y a... Alors oui, normalement, il y a le lien vers France Rénov'. Donc, comme je l'ai indiqué, mais bon, très rapidement,
sur le modèle, on a vraiment une page pour guider les ménages à demander leurs aides financières. Donc, on renvoie globalement vers le site France Rénov', puisque comme je le disais, l'auditeur ne doit pas calculer le montant des aides, puisqu'on ne connaît pas l'acquéreur, donc on ne connaît pas la situation du ménage. Donc, on indique seulement les aides qui peuvent être mobilisables. Et après, on invite les ménages à aller donc, sur le site France Rénov' pour justement aller à connaître à quel droit ils ont et quels sont les montants des aides. D'accord. Merci. Ensuite, concernant les scénarios de travaux, il y a une question si les deux postes à minima qui doivent être proposés, est-ce qu'on doit impérativement commencer par l'enveloppe avant de s'attaquer au système? Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les propositions? Donc, réglementairement, il n'y a pas de hiérarchie qui est prévue. Donc, non, on n'obligera pas les auditeurs à aller vers l'isolation, à travailler sur l'enveloppe avant le système de chauffage, même si on sait que c'est le mieux, mais il n'y a pas d'obligation en ce sens réglementairement. D'accord. Ensuite, il y a des questions concernant le niveau de consommation, mais c'est le premier, une question concernant le CEP à atteindre 110, et c'est demandé en énergie primaire, donc a priori oui, CEP c'est en énergie primaire. Oui, c'est les classes du DPE, donc la classe B est à 110, le seuil. Donc on raisonne dans le rapport en énergie primaire. Oui. Concernant les... Ouais, ok. En fait, dans le rapport, on aura les deux. On aura les estimations en énergie primaire et en énergie finale. Mais par contre, pour le résultat, il faut à minima atteindre la classe B. Mais ça n'empêchera pas de mentionner quand même l'énergie finale. Ouais. Après, c'est une question qui n'est pas directement liée à cet audit, si, peut-être quand même, parce que le niveau BBC pourrait être un objectif. Et du coup, la question est, est-ce que le niveau BBC sera le même pour tous les logements adaptés en fonction de la zone climatique et de l'altitude? Et du coup, dans la prolongation de cette question, c'est peut-être quid du niveau BBC avec le changement de moteur de calcul, etc. Alors oui, le BBC Réno, donc il y a des travaux qui sont en cours. Moi, c'est pas moi qui traite vraiment cette question, donc je ne vais peut-être pas forcément pouvoir y répondre. Mais globalement, en fait, nous, ici dans l'audit énergétique réglementaire, on ne vise pas le BBC Réno, puisque la loi visait donc le niveau de la rénovation performante. Donc, nous, on est vraiment encadré sur ce fait-là. Donc là, après, sur le BBC, concernant les évolutions, je ne peux pas vous en dire plus ici. D'accord. Non, je m'en doutais, mais c'était l'occasion de poser la question avec ça. Alors, il y a bien quand même des questions qui sont posées sur ce sujet. On a bien ça en tête. Ensuite, alors, juste clarifier aussi, même si ça a été abordé, une question, on parle ici que de logement à la vente, ça ne s'applique pas au logement à la location. Donc, c'est seulement pour les logements à la vente, oui. Pas de location. Donc, sur la location, c'est le DPE qui reste. Sur la location, il n'y a que le DPE qui reste. Pour la vente, on a le DPE et l'audit en complément. J'ai pas mal de questions, donc il faut que je trie un petit peu. Il y a une question concernant le format de ce rapport type, nouveau rapport type. Comment il a été élaboré? Est-ce qu'il y a eu une concertation? Est-ce que les professionnels ont été associés à l'élaboration de ce modèle de rapport? Alors, concernant le modèle de rapport, donc on a travaillé avec des designers donc pour élaborer ce modèle. Oui, donc c'est une démarche qui a débuté, il me semble, en mars dernier. Donc on a transmis les évolutions aux différents professionnels. Donc on s'est tourné vers les diagnostiqueurs, mais aussi vers les auditeurs qui réalisent l'audit énergétique. Donc on a transmis les rapports au fil de l'eau. Il me semble on a transmis une première version donc, au printemps. Donc on a suivi comme ça avec les professionnels. On a pris en compte les retours et on a retransmis cet été une dernière version aussi suite à plusieurs échanges au début du mois de juillet.
et on a eu la dernière version donc, fin août du rapport. D'accord, donc il y a bien eu une concertation. Ensuite, concernant... Excusez-moi, j'ai un petit chat. Concernant le rapport aussi, le rapport vient d'un calcul qui est donc fait avec un moteur de calcul. Est-ce qu'il y a, où est-ce qu'on peut connaître, donc le moteur de calcul reconnu, si j'ai bien compris, c'est le 3CL. Oui. Et où est-ce qu'on peut savoir quels sont les logiciels qui sont reconnus pour cet audit réglementaire? Alors, sur le site RT Bâtiment, donc je me semble que vous avez mis les liens mis les liens à la fin, voilà. Donc, on a une page qui est dédiée justement aux logiciels. Donc, il y a les logiciels DPE, mais aussi les logiciels audit. Et ici, on fera la liste des logiciels qui seront évalués et validés pour la réalisation des audits énergétiques réglementaires. Voilà. Donc, il y aura bien une communication sur les logiciels qui sont aptes à la réalisation de ces audits. Donc, du coup, il y a un lien aussi avec le rapport. Sous quel format on le rédige? Comment est-ce que les données issues du calcul sont transformées en rapport? Est-ce qu'il y a une automatisation? Est-ce qu'on doit travailler dans Word, Excel? Comment ça marche? Alors, normalement, les logiciels sont prévus pour qu'à la sortie, on ait le fichier XML qui puisse être envoyé à l'ADEME et le rapport qui puisse être transmis directement au ménage. Les logiciels prévoient l'entrée-sortie attendue. Et d'ailleurs, ils sont évalués sur ça. On évalue des logiciels donc, sur le moteur 3CL, mais aussi sur les sorties du moteur de calcul, avec notamment, donc, il faut le fichier, on va dire, le fichier qui doit être transmis au ménage et le fichier XML transmis à la base de données. Donc là, il y a une question liée au logiciel aussi. Quand est-ce qu'ils sont disponibles? Donc, c'est un peu à chaque distributeur de logiciels à le dire, mais il y en a déjà qui sont prêts. Alors, nous, on travaille justement on échange pas mal avec les éditeurs de logiciels, donc ils sont en plein, on va dire, travail sur les logiciels. On est sur les dernières phases de création des logiciels. Normalement, on devrait avoir quelques logiciels avant la fin de l'année qui vont être prêts. Et après, on en aura d'autres au cours de l'année 2023. Mais on est sûr qu'on aura des logiciels. Il faut se tenir au courant sur le site dont on donnera le lien tout à l'heure. J'ai plusieurs questions concernant le coût pour ces audits. Est-ce qu'il y a à quel prix est-ce qu'un ménage peut s'attendre à devoir payer pour ce type? Est-ce qu'il y a une indication est-ce que c'est quelque chose qui est abordé dans le texte ou c'est totalement libre? Alors, réglementairement, le coût de l'audit n'est pas cadré. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas la main sur le coût de l'audit énergétique, tout comme d'ailleurs les diagnostics. On n'a pas la main sur le coût des diagnostics qui sont réalisés lors de la vente. Donc, on s'attend quand même à un prix un peu plus faible que les audits énergétiques qui sont réalisés dans les dispositifs incitatifs, parce que c'est un audit qui est quand même plus simplifié. Donc, on s'attend quand même à un coût plus faible, mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pas vraiment de vision sur le coût et on va voir en fait comment le marché va se mettre en place. Et je pense qu'aussi ça dépendra du professionnel qui réalisera l'audit, puisque dans certains cas, on aura des diagnostiqueurs qui vont, à la suite du DPE, avec un complément, réaliser l'audit énergétique. Mais par contre, dans certains cas, on aura des auditeurs qui viendront réaliser l'audit énergétique et qui, eux, devront, on va dire, un peu tout reprendre depuis le début, puisqu'ils voudront refaire l'état initial. Donc, ce genre de choses. Donc là, sur le coup, on n'a pas vraiment de vision pour le moment. D'accord. Donc, c'est l'avenir qui nous le dira. J'ai aussi encore une question sur le rapport. Vous avez dit dans la présentation que l'auditeur doit fournir le rapport à l'issue de la visite. Et donc, du coup, la question est, est-ce que c'est en partant de la visite? Je crois que je devine la réponse, mais je vous laisse... Oui, c'est vrai que j'ai vu dans mon... Non, mais c'est de ma faute parce que dans mon support, c'est ce qu'il y a écrit. Mais non, l'auditeur a le temps de rendre son rapport
quelques jours après la visite. C'est pas... En fait, d'ailleurs, sur le rapport, il y aura la date de visite, mais aussi la date d'émission de l'audit. Donc, ça peut être... il peut y avoir quelques semaines, même un mois de différence entre la visite et l'émission du... Est-ce qu'il y a un délai sous lequel l'auditeur est tenu de faire son rapport? Non, on n'encadre pas ce délai. Enfin, nous, ce qui est obligatoire, c'est que l'audit soit dans le dossier de diagnostic technique lors de la mise en vente et que cet audit soit valable. Donc, du moment que l'audit est valide, il n'y a pas de souci sur le temps de réalisation entre la visite et l'émission. Ouais, et là, il y a des questions qui sont un peu longues et j'essaie de les lire et de les faire la synthèse en même temps. Il y a une question aussi, pourquoi maintenir le DPE lorsque l'audit est obligatoire? Donc là, le DPE, c'est pour la location et l'audit, c'est pour la vente. On est bien d'accord? Non, mais on a aussi le DPE à la vente, puisque c'est le DPE qui va nous dire, enfin, nous donner l'information que le logement est FG, en fait. Les ménages vu que l'audit énergétique est obligatoire lorsque le logement est FG, on est obligé d'abord d'estimer que le logement est FG. Donc, on part d'abord sur un DPE. Oui. Et ensuite, en complément, on vient ajouter un audit énergétique. Il faut savoir que c'est quand même 2 documents différents. Le DPE, c'est vraiment lui qui donne l'information de la performance du bien. Donc, l'audit énergétique ne viendra jamais ne vient pas remplacer le DPE. Donc, si, par exemple, un auditeur vient réaliser un audit énergétique réglementaire après le DPE et que lui pense que l'état initial mérite d'être approfondi et par exemple présente une étiquette différente du DPE, l'audit n'a pas valeur de DPE. Donc, c'est bien le DPE qui donne la valeur de l'étiquette du bien, l'audit non. Donc, c'est vraiment 2 documents différents. D'accord, donc il y a une question dans ce contexte-là. En fait, quand on fait un audit, qu'il soit incitatif ou réglementaire, on est plus proche de la réalité, on peut mieux mesurer l'évaluation de la performance énergétique du bien que pour un DPE. Et la personne qui pose la question a cru comprendre qu'il est possible d'avoir certaines aides financières sur la base du DPE uniquement. Alors non, le DPE n'est pas utilisé dans les aides financières. On demande bien un audit énergétique. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de MaPrimeRénov', rénovation globale, le ménage doit avoir réalisé un audit et doit réaliser les travaux qui sont prescrits dans cet audit, lui permettant d'avoir un gain de 55% en énergie. Et ensuite, donc du coup, ça lui permet d'attester la bonne réalisation des travaux. Mais les dispositifs incitatifs ne s'appuient pas sur le DPE. D'accord. Alors, j'ai eu le temps de lire d'autres questions en attendant. Donc, je pense que c'est un conseiller, un espace conseiller France Rénov qui pose la question. Dans les audits incitatifs, on voit pas mal d'audits passer qui arrivent avec des étiquettes A ou B, alors que en termes de prestations techniques, il y a juste une PAC, une isolation des combles perdus, et donc du coup, en fait, un alignement à ce qui est demandé pour les C2E en rénovation globale. Et en plus, on ne parle pas de traitement de pont thermique, d'étanchéité à l'air, ventilation et tout ça. Et la question qui se cache derrière ce constat, c'est est-ce que l'audit réglementaire permettra d'empêcher ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des contrôles sur le respect des obligations? Alors, nous, ce qu'on contrôlera, c'est que les audits énergétiques réglementaires comportent bien les informations qui sont prescrites donc, dans l'arrêté. Donc, le professionnel doit mentionner les travaux, mais aussi les travaux induits qui permettent la bonne réalisation des travaux entre eux. Après, sur le reste, on peut pas cadrer, en fait. C'est aux auditeurs, de bien conseiller les ménages à travers l'audit réglementaire. Donc, l'audit, c'est un rapport. Il peut être bien sûr complété. On a des parties de l'audit qui sont libres, avec notamment des
des parties où l'auditeur est libre d'écrire ce qu'il veut. Donc, c'est à ce moment-là à l'auditeur d'apporter des conseils supplémentaires s'il pense que c'est nécessaire pour justement éviter ce genre de choses. Après, sur la méthode de calcul, on utilisera la méthode 3CL 2021. Donc là, sur ça, on n'a pas vraiment de choix sur la méthode de calcul. C'est vraiment ce qui est prévu de manière législative. Nous, on ne fait qu'appliquer la loi et on ne peut pas prévoir l'utilisation d'un autre outil. Ouais. J'ai une question. À partir de quand est-ce que cet audit réglementaire pourra servir d'audit dans le cadre de MaPrimeRénov'? Alors justement, c'est ce que je mentionnais à la fin. Donc, on travaille sur ces sujets de convergence. Nous, notre volonté, c'est qu'ils puissent être utilisables dès son arrivée sur le marché. Parce que, comme je le disais, il y a des gros enjeux de lisibilité. Des ménages pourraient se retrouver avec un audit énergétique réglementaire, vouloir l'utiliser dans le cadre d'une demande MaPrimeRénov' ou d'un éco-prêt à taux zéro et se le voir faire refuser sans vraiment comprendre pourquoi. Donc, l'idée, c'est quand même qu'on améliore la lisibilité et qu'il puisse être utilisé dès sa sortie. Je suis désolée, je saute un peu de coq à l'âne pour les questions parce que c'est un peu comme j'arrive à les intégrer. Est-ce qu'au niveau ministère, il y a un projet d'effectuer un suivi ou une analyse des prix pratiqués par les auditeurs pour ce genre de prestations? Ou est-ce que c'est... Alors déjà, on aura un suivi avec la base de données ADEME, mais après, sur le coût, oui, on peut prévoir de regarder le marché un peu, comment il se met en place. Mais après, ça semble un peu compliqué d'avoir le coût, d'obtenir le coût en fait à chaque fois réalisé par l'auditeur, puisqu'on n'a pas vraiment de moyens d'obtenir ce coût, mis à part le demander aux ménages qui ont réalisé l'audit. Donc, c'est pas forcément évident d'obtenir la donnée sur le coût des audits énergétiques, vu qu'on ne reprend pas la facture. Alors, j'ai une question aussi qui est un peu longue. Quand il y a des travaux embarqués, le petit jeu était de faire des audits pour démontrer qu'il n'était pas rentable de faire des travaux d'isolation. Et donc, du coup, la question, est-ce qu'il n'y a pas de risque maintenant de proposer des travaux à minima, démontrer que ce n'est pas rentable par l'analyse de l'audit, mettre en avant des contraintes architecturales pour faciliter la vente? Je n'ai pas très bien compris la question, mais je pense que oui, c'est par rapport aux contraintes. Donc, oui, donc il y a forcément des cas avec des spécificités. Donc là, quand même, l'idée, c'est de prendre en compte ces spécificités, puisque là, on ne parle pas seulement faut pas utiliser les spécificités comme un moyen de rénover de manière pas bien le logement. En fait, les spécificités, il faut plutôt les prendre en compte pour adapter la rénovation, justement. Puisque, par exemple, quand il y a des contraintes architecturales, mais aussi techniques sur la construction, on ne peut pas rénover, on ne peut pas, par exemple, installer une isolation par l'extérieur dans des logements qui se trouvent dans des abords des monuments historiques. Donc, c'est vraiment, utiliser la spécificité du logement, c'est plus pour adapter la rénovation. Nous, c'est ça qu'on souhaite que les auditeurs fassent, c'est vraiment adapter la réno au logement, à sa typologie, à ses pathologies. Mais c'est pas vraiment, on n'espère pas que ce sera un biais utilisé pour prévoir des rénovations minimales. D'accord. Alors, du coup, je vais revenir un peu sur le couple DPE et audit en cas de vente. Je vais retrouver ma question. En fait, la question est pourquoi le choix s'est porté, pourquoi le choix ne s'est pas porté sur une augmentation de la qualité du DPE et avoir un seul outil pour la vente et la préconisation des travaux, que les ménages risquent d'être un peu perdus, d'avoir DPE plus audit basé sur le DPE. Et du coup, je crois que j'en ai une question qui est un peu liée. Et oui, est-ce que le diagnostiqueur pourra, lui, faire le DPE et ensuite faire l'audit avec la même modélisation? Alors, pour le choix entre DPE et audit, donc ça, c'est vraiment le législateur qui a mis en place la réalisation d'un audit énergétique.
Donc là, vraiment, sur le choix de pourquoi un audit en plus d'un DPE et pourquoi pas un DPE plus, j'aurais pas la réponse. Mais après, oui, le diagnostiqueur peut réaliser l'audit à la suite du DPE. Et en fait, l'idée, c'est que, vu que c'est l'ADEME qui gère les bases de données, l'idée, c'est que depuis les logiciels audit, on puisse récupérer les données d'entrée du DPE, si on veut se baser sur les données d'entrée du DPE, ce qui parfois peut être logique pour essayer de se baser sur la même base, justement. Donc, ce sera possible, que ce soit pour les diagnostiqueurs ou les autres auditeurs, depuis le logiciel, normalement, il sera possible de récupérer les données du DPE. Donc, il n'y a pas de souci pour que le diagnostiqueur réalise l'audit. Alors, c'est à la fois une discussion, un peu un échange entre les personnes. Alors, il y a, c'est plutôt un constat que le moteur 3C 2021 ne permet pas de cerner tous les bâtiments, notamment quand il y a plusieurs types de chauffage, ce qui induirait des résultats sur les gains faux. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. Si la méthode 3CL 2021, donc oui, on connaît les limites du moteur 3CL 2021, donc ça, sur ce sujet, on a bien note, on prend bien note de tous ces retours, mais on est obligé on est contraint en fait par la loi de s'appuyer sur ce logiciel. Donc oui, je comprends que dans certains cas, c'est difficile, l'approche est difficile, mais c'est bien ce qui est prévu. On est bien sur le moteur 3CL 2021, donc il n'y aura pas de modification sur ça. Oui, il y a plusieurs questions sur cette la difficulté potentielle du bureau d'études de se positionner après le passage d'un diagnostiqueur avant pour son futur. Il est possible qu'il y ait des diagnostiqueurs qui ne soient pas formés à la réalisation de l'audit, donc ils ne pourront pas réaliser les audits. C'est vrai que dans un premier temps, ils vont être en difficulté là-dessus. Parce que dans un premier temps, ils seront en difficulté. Après, il y aura le référentiel de qualification et peut-être que certains diagnostiqueurs ne voudront pas se lancer sur ce marché et c'est les référentiels, donc ils devront quand même suivre des formations. Donc, je pense que tous les diagnostiqueurs ne le feront pas. Mais il y a aussi le cas où les ménages disposent déjà d'un diagnostic qui a été réalisé quelques années auparavant. Et dans ce cas-là, il devra se tourner vers un auditeur ou un diagnostiqueur, mais il pourra utiliser la liste des professionnels. Et dans ce cas-là, ce ne sera pas forcément non plus le diagnostiqueur. Donc après, on va voir comment le marché se met en place. Mais oui, on imagine que dans une bonne partie des cas, le diagnostiqueur va réaliser, lorsqu'il peut, le diagnostic et l'audit, puisqu'il aura toutes les données. Mais après, je pense qu'il y a quand même des possibles entrées sur le marché par les auditeurs, quand même. J'ai fait le tour. Je pense qu'on a fait... On a répondu, je pense, à presque toutes les questions. Ah, il y a encore une question qui arrive. Je pense que ça va être la dernière. Et après, si on va mettre tout ça par écrit pour que vous ayez et de façon synthétique et dans l'ordre. Donc, une dernière question. Non, c'est pas une question. Là, il y a plein de choses qui arrivent. Oui, en fait, par rapport au nombre de potentiel de nombre d'audits par an, de 20 000 à 100 000 par an, est-ce que il y aura suffisamment d'auditeurs ou de diagnostiqueurs disponibles, notamment en zone rurale, pour pouvoir faire ça? Est-ce que ça pourra avoir, quand dans les zones où il y a un manque d'auditeurs, ça risquerait d'être très cher? Alors, c'est justement la raison pour laquelle on a étendu aux diagnostiqueurs. Donc, normalement, si on regarde la cartographie des diagnostiqueurs sur le territoire, et on en a quand même on va dire que ça couvre globalement bien le territoire. On suit l'évolution en fait des diagnostiqueurs aussi qui se forment. Donc, on a quand même de plus en plus de diagnostiqueurs qui se forment à la réalisation de ces audits. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis sur le marché, avec des professionnels assez disponibles pour la réalisation des audits. D'accord, très bien. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je vais prendre la parole justement pour partager
quelques liens de ressources. Normalement, ça doit être bon. J'espère que vous voyez. Oui, c'est bon. Donc, du coup, il y a 3 ressources existantes. Donc, il y a le site officiel que vous devez connaître, RTRE Bâtiment, qui a été complété par une rubrique TPE audit énergétique où vous pouvez trouver toutes les informations utiles. Il y a également sur le site du ministère de la Transition énergétique des informations sur l'audit énergétique réglementaire complétées par un FAQ, des questions-réponses sur cette thématique-là. Et j'en profite, donc ce web rendez-vous d'aujourd'hui fait partie d'une série de webinaires. Le prochain, le jeudi 10 novembre, sera sur l'audit MaPrimeRénov', difficile à dire aujourd'hui. Le 22 novembre, une intervention sur les copropriétés, toutes les modifications réglementaires qui sont en cours. Et puis finalement, au mois de décembre, une intervention sur mon accompagnateur Rénov', qui peut le faire et comment. Donc, avec ces mots de la fin, je vous remercie, Laura, de votre intervention aujourd'hui. Je remercie l'ensemble des participants. Vous étiez nombreux, donc je pense qu'il y avait besoin d'informer, de rentrer un peu dans les détails de cet événement. Nous allons publier sur le site, notre nouveau site, le replay de cet événement avec ce support et également, d'ici quelques temps, le FAQ complété. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire sur la thématique des audits. Au revoir. Merci, très bonne journée, au revoir.